Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le temps de la transparence pour le ministre de la Santé publique. Dans un énième communiqué radio-presse, le docteur Manaouda Malachi porte à l'attention de l'opinion publique que dans le cadre de la gestion de la riposte contre la pandémie de coronavirus, le gouvernement a opté pour une transparence totale en rapport avec la gestion des ressources financières et matérielles mobilisées à cet effet. Le ministre de la Santé publique informe le public qu'au 24 juillet dernier, son ministère a reçu au titre de la solidarité nationale et internationale, outre la dotation de 1 milliard de francs CFA du chef de l'État, des contributions des entreprises, organisations ainsi que des particuliers. Dans la même veine et toujours dans l'optique de lever tout soupçon de détournement, le ministre fait savoir que les 4000 sacs de riz ont pris la direction des 10 régions du pays après décharge des 10 gouverneurs des régions. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Gestion des fonds et donc Covid-19, que cachent les précisions du ministre de la Santé? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons mobilisé et en plateau et à l'étranger, parce que nous aurons le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Wifiri Kanga, depuis l'Occident. On va commencer par le plateau. Bonsoir, monsieur le maire Jean-Robert Wafou. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la grosse émission, la grosse production Equinox Soir. Merci de nous faire l'amitié de toujours répondre présent, monsieur le maire. C'est moi. Voilà, merci. Charles Elisan, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Bienvenue. Je suis là, merci d'avoir pensé à inviter le RDPC, mais permettez-moi quand même... Comment vous dites penser? Vous êtes là tous les jours, c'est bien, Charles Elisan. Merci d'avoir invité le RDPC. Voilà. Pour voir qui est représenté ici. Et permettez-moi d'adresser toute ma compassion à un ami que nous avons perdu, que nous partageons tous, qui est un des éminents membres du Pulse. Et j'ai vu le président Matomba aujourd'hui abattu. Nous qui allons travailler demain dans notre commission au niveau du conseil communautaire. J'adresse à ce parti-là et à sa famille les condoléances les plus attestées du RDPC. Et j'ai aussi une pensée comme ça pour tous les médecins qui, dans cette lutte contre le Covid-19, se mettent devant pour nous aider à mieux voir le lendemain. Voilà, Thierry Nyopé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Auto, bonsoir aux autres copanélistes. Je vois plein de notes là. Bonsoir à tous les téléspectateurs de cette belle et précieuse émission. Oui. Non, ce ne sont pas des notes, juste quelques éléments avancés de ci et là pour nous permettre des téléspectateurs. D'étayer, pourquoi pas, améliorer la gouvernance des téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là ce soir. Voilà, nous avons convié à ce plateau Serge Gauthier Onanina. Vous êtes chargé de la communication, secrétaire national de la communication du PURS. Bonsoir, bienvenue. C'est exact. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Bonsoir à nos militants du PURS. Je voudrais, si avec votre permission, dédier ce moment solennel à notre secrétaire national au développement du parti, Georges Olivier Borel, qui nous a brutalement quittés vendredi dernier. Il était 20h35. Voilà, merci. Nous allons donc ouvrir cette édition en rendant hommage à ce brillant panéliste. Il était passé sur ce plateau, c'était le 13 juillet dernier, Georges Borel, pour l'éternité, dans Equinox Soir. De passer par le chemin dont il estime être le meilleur pour lui. Dès lors où monsieur le docteur Ifo me dit, il y a la route, quand vous arrivez à la station Godi Bakoko, l'axe chinois qui mène. Oui, mais il faut d'abord arriver là-bas. Déjà, il faut déjà arriver là-bas. C'est la moindre des choses parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, que ce soit la route de Niala, bien qu'elle ait subi des aménagements, ne cadre pas avec une route qui peut à un moment donné prendre toute une certaine masse
des personnes sur ces chemins. Ça, c'est une piste qu'on a juste réaménagé, question de boucher rapidement des trous. Et donc aujourd'hui, me dire, ok, il y a l'entrée de la Dibamba qui donne, mais encore faudrait-il arriver à la Dibamba. Comment on fait pour arriver à la Dibamba si on ne passe pas par la pénétrante est? Comment on fait? Vous restez, vous envolez, puis vous arrivez à la Dibamba, en ce moment vous avez un bon boulevard, puis vous menez au stade. Non, je pense qu'il y a également un certain nombre d'opérations qui n'ont pas été tenues jusqu'à présent. Et donc ces retards criards que nous assistons tous les jours de ce régime fait en sorte qu'à partir de ce moment, on se met derrière la pandémie et on dit relais, ça y est, c'est bon, et hop, on a gagné, et la Covid nous empêche d'organiser la compétition. Mais je pense que derrière ça, il y a également toujours cet imbroglio. Voilà, pensée émue pour toute la famille de Georges Borel, la famille politique, le PURS, et également sa famille nucléaire. Ce jour-là, le 13 juillet dernier, c'était Covid-19. Où en est-on au Cameroun? Georges Borel était parmi les panélistes. Thierry Nyopé, je commence par vous. Est-ce que vous comprenez cette volonté du ministre Manaouda Malachi de mettre les chiffres dehors? C'est tout à Pourquoi? fait... Qu'est-ce qui justifie cela? Rien, selon vous? Autour, si rien. Cela va justement de son devoir. Oui. Le devoir de traçabilité, d'ailleurs tout le monde sait. Mais il a fallu que le temps commence à monter. Non, pas nécessairement. Je vous rappelle qu'il y a, juste au lancement de cette quête universelle lancée par le chef d'État, l'appel à la solidarité nationale, vous vous rappelez, un mois après, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, avait commis un communiqué sur les antennes du poste national à la CRTV, oui, où il donnait les chiffres région après région sur la répartition des fonds qui avaient déjà été mis à sa disposition, notamment par cette collecte nationale, par le geste du chef de l'État et par les autres donateurs. Donc, cela ne date pas d'aujourd'hui. Il n'a pas fallu que l'honorable Jean-Michel Nithieu effectue cette sortie pour voir le docteur Malachi le faire. Au-delà de cette gestion quotidienne, vous vous rappelez qu'il y a eu des points de presse quotidiens qui ont été organisés. Le ministre Malachi Manaouda n'a jamais fermé ses portes à la presse, il faut le dire. Il y a beaucoup d'interviews qu'il a eu accordées à la presse privée, nationale et même internationale sur la gestion de cette pandémie. Donc, il a suffisamment été communicant, assez ouvert, assez disert sur le sujet. Donc, je ne vois pas... C'est vrai que la sortie du ministre de l'honorable Jean-Michel Nithieu, c'est tout le monde en parlera tout à l'heure, est venu quelque peu mettre le pied à l'étrier, davantage accélérer, accentuer la communication autour de la gestion des fonds de la Covid-19, mais cela ne veut pas nécessairement dire que le ministre Malachi Manaouda n'a jamais communiqué autour de cette pandémie, la loi s'en faut. Voilà, quand vous parliez, j'ai vu le maire Wafo sourire, il va répondre tout à l'heure. D'abord, Serge Gauthier Onanina, pour vous. Qu'est-ce que ça cache, ces précisions que le ministre, on va même dire des précisions chirurgicales, que le ministre de la Santé apporte depuis un certain temps? Je ne sais pas en quoi vous voulez trouver une certaine chirurgicalité. Mais c'est quand même clair, quand il dit le plus petit montant, 6 650 francs jusqu'à 100 millions. C'est quand même... Vous savez, lorsque vous n'êtes pas un spécialiste des chiffres comme moi, quand vous les lisez sur le principe, oui, vous êtes tout de suite ébahi, impressionné, et vous pouvez être convaincu. Ce qu'on va appeler le Covid-gate, que le ministre... Pour vous, c'est déjà un scandale. C'est un scandale. Je vais vous dire pourquoi. C'est cette sortie du ministre, vous posez la question de savoir ce qu'elle cache. Elle cache, c'est le révélateur de la faiblesse de ce que j'avais déjà mis en avant ici, de la communication de crise. Il a fallu qu'on acculât
le ministre pour qu'il communique sur les chiffres. Mais Thierry n'a pas dit qu'il fait ça, le ministre fait ça depuis. Moi, je dis, attendez que j'élabore. Thierry, il communiquait sur les chiffres de Covid ou bien les chiffres de... Au-delà des chiffres Covid, les chiffres sur la répartition de l'argent, les premiers montants qui avaient été mis à la disposition du ministère de la Santé, s'ils avaient écouté le journal La CRTV au poste national de 17h, il y a cela plus de 2 mois, je crois qu'il a été assez disert sur l'argent qui a été mis à la disposition des comités locaux de la gestion de la Covid-19. Et ça a été lu au journal de 17h de la CRTV. Serge Gauthier. J'espère que vous ne me couperez pas tout le temps. Donc je continue et je persiste dans ce que je disais, que la faiblesse de la communication de crise, parce que c'est un tout. On communique sur les chiffres, on communique sur la qualité de la prise en charge, on communique sur les financements, sur la manipulation de l'argent. Quand j'ai fini de le dire, il y a des soupçons de gabégie. Je vais vous expliquer pourquoi il y a des soupçons de gabégie, ce que ça cache. Qu'est-ce qui explique que quand vous regardez, vous faites maintenant l'analyse des chiffres, vous vous rendez compte que les formations sanitaires sur 21 milliards de francs CFA, 21 milliards, me dit-on 900 et quelque chose de millions de francs CFA, il y a 700 qui sont uniquement affectés aux formations sanitaires. Et donc, si on a 700 millions qui sont exclusivement affectés aux formations sanitaires, il en reste 200 millions. Vous comprenez que à l'analyse basique, on comprend que ce n'est pas le patient qui est la priorité. Parce que le patient, nous avons 360 arrondissements au Cameroun, 56 départements. Si vous faites la répartition par département, ça ne représente pas grand-chose. Donc ça cache dans une gabégie financière et des soupçons de gabégie. Autre analyse qu'on pourrait faire, c'est dans cette répartition arbitraire et subjective, qu'est-ce que les autorités administratives ont à recevoir 267 millions de francs? Expliquez-moi, quand moi j'ai le Covid, en quoi est-ce que le gouverneur, le préfet, le sous-préfet me sont utiles? Au point de recevoir 267 millions de francs. Vous m'expliquez ça, moi je veux comprendre. C'est autant de choses qui cachent donc, monsieur Otou, non seulement ce que je parlais de ce Covid-gate et de la mauvaise communication, la faiblesse de la communication de crise parce qu'il y avait des choses à cacher, mais il y a également que ça met en avant le fait que les véritables bénéficiaires qui étaient non seulement les formations sanitaires, les Covidés et ceux qui en sont malheureusement décédés, les véritables bénéficiaires n'en profitent pas. Dernière des choses, monsieur Otou, ça met en évidence et ça cache encore la mauvaise qualité de notre système de santé. Je vais vous dire, on vient de parler de notre secrétaire national au développement du parti. Moi, il est mort dans un hôpital célèbre, de forte grande réputation. Je ne vais pas lui faire une mauvaise publicité, parce que c'est quand même notre hôpital, mais de d'autres pays. 2 choses ont été observées par le politicien que je suis et le journaliste en passant. 2 choses. On ne peut pas, dans le cadre d'un hôpital régional, se permettre d'y affecter des médecins qui ont moins de 6 ans d'expérience et qui doivent prendre en charge un malade qui a une situation de santé chronique. Qu'on arrête de faire plaisir aux enfants dont les parents ont des noms et qu'on prenne des gens qui ont une certaine expérience pour pouvoir prendre en charge. Quand on vous envoie dans un niveau d'hôpital de référence, c'est parce qu'on considère que ceux-là ont la compétence nécessaire. Première des choses. Deuxième des choses, de plateau thermique. Moi, je me suis attendu qu'avec la Covid, j'arrive dans une formation sanitaire de niveau régional et de réputation d'envergure, comme là où notre secrétaire national est décédé, et que j'attends des équipements, je constate des équipements. Mais je vais vous dire, nous avions pris une chambre VIP que nous avions louée, réquisitionnée pour une dizaine, parce que nous y avons séjourné pendant une dizaine de jours. Le dernier jour de son décès ou avant, on nous a transféré dans ce qu'on nous a appelé cardio ou alors réanimation. D'une grâce incroyable, d'une technologie, d'un archaïsme incroyable. Monsieur Otou, aujourd'hui, le système respiratoire, c'est quelque chose, le genre, une sorte de bouchon qu'on vous met là et vous aspirez. On n'est plus au niveau où on met des tubes aux gens qui étouffent. Donc, ça compte des sondes. Donc, c'est la preuve que ça cache. En faisant ceci, ça continue à cacher la mauvaise qualité de notre système de santé. Clairement. Okay. Voilà. Ouais, Charles Lison, pour vous, hein, cette riposte, on va l'appeler ici, c'est riposte du ministre de la Santé. J'avais un petit détail, si vous me permettez. J'ai fait une dernière analyse.
les derniers chiffres d'il y a moins d'une semaine, parce qu'on peut estimer qu'on peut les perdre de temps en temps, et indiquent que nous avons 17 000 cas environ. On exclut les décédés et tout. Si on a identifié 17 000 cas, on suppose que ce sont ceux qui sont pris en charge, en dehors de ceux qui ne sont pas déclarés. Multipliez-les par 300 000 francs, le coût d'un malade de Covid, ça fait 5 milliards 100 millions. Où est passé le reste? Ce sont des calculs simples. Ok. Tout le monde. Charles Elisa, Le ministre parle de transparence de plus en plus. Justement, j'ai fait une sortie aujourd'hui où je parlais de cette nouvelle manie de gérer la République. Parce que nous sommes arrivés à un niveau où on tue nos prophètes. Le Cameroun étant arrivé à un niveau où je rejoins le grand penseur qui avait dit qu'on normalise les écarts et on écarte la norme. C'est-à-dire on a enfin un ministre qui communique, un ministre qui donne les détails, la virgule près des chiffres qu'il a, un ministre qui montre les décharges, mais on lui fait un procès et on me parle déjà de Covid-Gate. Serge Marina, par respect pour Olivier Borrell, je n'entrerai pas dans ce que vous avez, le couloir que vous avez emprunté sur son décès par rapport aux soins qu'il aurait dû obtenir dans un hôpital régional. Par respect pour lui, je ne vais pas rentrer dedans. Je ne ferai pas un débat ici sur le décès d'un ami, de quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect. J'évolue donc. Je voudrais dire ici que Manaouda Manachi n'est pas un comptable. Manaouda Manachi est le ministre de la Santé publique. Et son rôle est de nous prodiguer des soins de santé comme il se doit. À ce qui concerne cette maladie de coronavirus, je lui donne 10 sur 10. Et ce n'est même pas moi qui lui donne 10 sur 10. Les organisations internationales lui donnent 10 sur 10. Pourquoi? Ne venez pas analyser les choses comme vous analysez. Le premier rôle de Manaouda, c'est de nous protéger contre cette maladie. Et il a réussi. À partir du 5 mars 2020, où on a eu le premier patient zéro, et en 9 jours, on est à 16 708 cas déclarés positifs. On est à 14 549 cas guéris, pour un taux de guérison de 87,4%, pour un taux de létalité de 2,3% et un taux de comorbidité de 1,3%. C'est les meilleurs chiffres de l'Afrique noire. Et c'est ça, c'est l'OMS qui le dit. Et c'est pourquoi les partenaires nous accompagnent dans cette lutte contre le coronavirus. Deuxième chose que je vais vous faire comprendre. Vous avez un ministre qui vous sort les chiffres et vous dit, j'ai reçu en tout et pour tout 20 milliards de francs CFA, 204 325 millions 314 francs CFA, repartis ainsi qu'il suit. Construction des unités d'isolement dans les villes de Bertois, Ngaoundéré, Garoua, Ebolova, Mandjou, etc. Ce que je voudrais que le journaliste, et non le secrétaire du PUS fasse, c'est d'aller investiguer. Deuxième chose, réhabilitation, rénovation et extension de certains pavillons à l'hôpital central, l'hôpital Jameau et l'hôpital général de Yaoundé. Pour telle somme, c'est écrit. Donnez les montants. Non, donnez les montants. Ah, ok, c'est bon. Non, ne sautez pas les montants. Je vais lire, laissez-moi lire. Oui, ok. Oui, donnez les montants. Je reprends. Construction des unités d'isolement dans les villes de Bertois, Ngaoundéré, Garoua, Ebolova, Mandjou et Douala, hôpital à Kintini, c'est ici à côté, et du poste de santé aux frontières de Yaoundé Simalet, 1 998 355 778 francs CFA. Ça fait près de 2 milliards. Allez-y. Non, mais allez-y. Okay. Réhabilitation, rénovation et extension de certains pavillons à l'hôpital central, hôpital Jameau et hôpital général de Yaoundé pour les rendre aux normes d'isolement. 1 745 146 621 francs CFA. Vous m'avez dit de lire, laissez-moi finir. Aménagement du centre de prise en charge de Orca, y compris la centrale et le réseau de distribution de l'oxygène. Le fameux Orca. Ok. 785 235 000 francs CFA. Il faudrait noter ici que les équipements de tous les services de cet hôpital n'ont pas encore été payés et même facturés, à raison de la nécessité de procéder à la validation effective des prix par le ministère du Commerce. Je reviendrai dessus. Pourquoi le ministère du Commerce intervient? Parce qu'au niveau de la mercuriale et au niveau du besoin en matériel, il y a des entités donc, qui n'étaient pas homologuées en termes de prix. Il a donc fallu que le ministère du Commerce intervienne pour voir les prix qu'il faut homologuer en fonction des factures. Je n'ai pas terminé, Serge. Mais vous n'allez pas... Bon, je finis. Mais voilà. Maintenant dans le principe de gestion, je voudrais qu'on dise une chose ici qui est claire. Le ministre de la Santé publique est l'ordonnateur des dépenses. Celui qui paye toutes ces dépenses, c'est le trésor public. Celui qui est encore appelé le comptable public. Manaouda ne gère pas les commandes. Entre les deux, il y a une commission spéciale qui a été mise en place, composée des experts du ministère de la Santé,
des experts de l'Agence de régulation des marchés publics, des experts du ministère du Commerce et des experts du ministère des Finances pour voir la différenciation qu'il y a entre les prix fixés par la Mercurial et les prix proposés par l'appel d'offres à manifestation d'intérêt qui a permis de présélectionner et de préqualifier les entités nationales dans l'établissement qui pouvaient fournir du matériel au ministère de la Santé. Et je prends un autre exemple pour terminer. Serge Alain, permettez-moi, il faut que les Camerounais sachent. Vous avez tout votre temps. Oui, dans ce cas, vous avez par exemple ici les prix validés par les instances en charge de la régulation commerciale proposent des combinaisons allant de 47 000 à 80 000. Mais toutes les combinaisons ont été facturées à 33 000 francs CFA par la commission en cas en charge. Donc, je ne sais pas pourquoi on fait un procès à ce monsieur qui se bat tant bien que mal à nous mettre au-dessus de la lutte contre cette maladie. Et ce que moi je retiens, c'est ce que j'ai suivi hier du représentant Afrique de l'OMS qui dit qu'il faudrait que les autres pays aillent à l'école du Cameroun pour la lutte contre cette maladie. Voilà. Le maire Jean-Robert Wafo, depuis la survenue de cette pandémie, le député Jean-Michel Ninche n'a cessé véritablement de s'intéresser, on va dire, surtout au ministère de la Gestion. A-t-on même parlé d'acharnement? Il ne s'agit nullement d'un acharnement. Chaque fois que des gens... Il a dit à une prestigieuse émission ici, La Vérité en face, que chaque fois que des responsables, je veux dire, ceux qui nous gouvernent, vont profiter de la détresse des Camerounais pour s'enrichir, il n'hésitera pas à monter au créneau. C'est ça le rôle d'un député. Le rôle d'un député, c'est de contrôler, c'est également de contrôler l'action gouvernementale. Il doit le faire au quotidien. Parce que le gouvernement agit 365 jours sur 365 jours. C'est à fait normal que 365 que lui également contrôle l'action gouvernementale. Monsieur Charles Elisan, quand vous dites que le Cameroun a les meilleurs chiffres en termes de Covid d'Afrique noire, c'est faux. J'ai les derniers chiffres il y a 4 jours sur le nombre de cas de contamination pour 100 000 habitants. Le Cameroun, pour 26 millions d'habitants, était, il dit il y a 3-4 jours, était à 16 522 cas, soit 63,5 cas pour 100 000 habitants. Nous avons l'Angola, qui a 38 364 cas pour 200 millions d'habitants, ça fait 19,2 cas pour 100 000 habitants. Parce qu'il faut faire des proportions. Le ratio. Ça, c'est clair, et vous le savez très bien. Nous avons l'Angola, 25 millions d'habitants qui n'a que 812 cas. Il y a de cela 3 ou 4 jours, ça fait 3,2 cas pour 100 000 habitants, alors que le Cameroun est à 63,5 cas. Nous avons l'Ouganda, 41 millions d'habitants, ils n'avaient que 1075 cas, ce qui revient à dire qu'ils avaient 2,62 cas pour 100 000 habitants. Nous avons le Soudan qui est en guerre, 41 millions d'habitants, ils avaient 11 237 cas, soit 27 cas. Le Cameroun est à 63,5 cas pour 100 000 habitants. D'où vient-il que vous pouvez dire que le Cameroun a les meilleurs chiffres d'Afrique? Quand on le fait, c'est pas... Je vous en prie. Je vous en prie. Le ratio se fait en fonction du nombre de guéris sur le nombre de cas. Je vous ai laissé... Donnez ces chiffres, monsieur le maire. Je vous ai laissé S'il y a 10 personnes qui sont affectées, 8 ont été guéries, c'est là le ratio qu'on regarde. On regarde pas le nombre d'habitants pour le nombre d'infectés. On regarde le nombre de cas positifs. Non, je suis désolé. On parle d'une population de 10 000 personnes et 1000 personnes sont malades ou 2 personnes sont malades. C'est pas ça qui donne l'efficacité. Est-ce que je peux parler? Le taux de guérison. Est-ce que vous n'êtes pas obligé d'avoir raison. Est-ce que je peux mettre la parole? Mais laissez-moi finir de parler. Je vais vous dire pourquoi vous vous trompez. Okay. La fermeture des frontières qui a été imposée par les 27 pays de l'espace Schengen, il se basait entre autres sur le nombre de cas pour 100 000 habitants. Ils avaient fixé ça à 18 cas. C'était d'abord à 16 cas, mais quand il fallait faire intégrer la Turquie et le Canada, ils sont passés à 18 cas pour 100 000 habitants. C'est des normes. Il ne faut pas venir dire autre chose ici au Camerounais. Donc j'ai pris cette initiative pour la raison pour laquelle le Cameroun faisait partie des pays qui étaient interdits d'accès à l'espace Schengen. Ça, c'est les faits. Maintenant, quand j'entends M. Zan dire que le ministre, et ça j'ai noté, a donné des détails des décharges. Où avez-vous vu des décharges? Je les ai. Je parle des décharges. J'ai les décharges. Ouais, les décharges, non.
Ok. Vous avez des décharges pour les... Non, écoutez, vous avez les décharges pour les sacs de riz? Oui, pour les 10 gouverneurs de région. Pour les 10 gouverneurs de région? Oui. Alors, première chose. Merci. Deuxième chose, vous avez les destinataires? Oui. Au niveau des gouverneurs, vous avez les décharges des préfets. Au niveau des préfets, vous avez les décharges des sous-préfets. Au niveau des sous-préfets... Montrez-moi la décharge... Le préfet des chefs du village? Montrez-moi les décharges. De quel? Des préfets. Non, écoutez ça ici. Non, écoutez, c'est moi qui parle. Hein. Ok, bon, je vais parler après, allez-y. Ne vous surexcitez pas. Non, je ne suis pas excité. Autre chose, ce qu'on attend dans du ministre. Je vais prendre un cas simple. Parce que, voyez-vous, une chose est de dire qu'on a envoyé, mais une autre est de donner le compte d'emploi. On nous fait comprendre que les gouverneurs ont eu des sacs de riz. Oui. Monsieur Serge Alain Autou, Equinox, tout comme toutes les autres chaînes, sont allés couvrir la remise des seaux maçons. Est-ce qu'on vous a appelé, vous, Equinox, aller, et vous-même également, dans votre chaîne de télévision, est-ce qu'on vous a appelé à aller couvrir la remise des riz Oka? Moi, je veux même vous aider. Écoutez, je vais taire à terre. Je veux que les Camerounais comprennent. Est-ce qu'on vous a appelé à aller couvrir la remise des riz Oka? Pourtant, on vous a appelé à aller couvrir la remise des seaux maçons jusqu'au fin fond d'un village. Quand le ministre, ce que le ministre a brandi, c'est des chiffres comme ça, c'est des chiffres globaux. Non. Ce qu'on attend de lui, c'est que d'un, il nous présente les comptes d'emploi, parce que quand quelqu'un décharge, il faut bien évidemment qu'on présente la décharge. Puisqu'il décharge pour envoyer, il faudrait que dans ce compte d'emploi, il y ait la décharge des destinataires. Oui. Ça n'existe pas. Vous êtes en train de le faire dans le folklore. Voilà une décharge. L'hôpital de la Quintinière a donc reçu combien là-bas? Monsieur... oui, laissez-moi parler. Je réponds, non? L'hôpital de la Quintinière a donc reçu combien de sacs de riz? Je réponds. Il peut répondre. Mais retournez-moi là. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. République du Cameroun. Oui. Région de l'Ouest. Service du gouverneur. Pas de l'hôpital. Je le littoral. Je n'ai pas pour le pas de l'hôpital à la Quintinière. Je n'ai pas la Quintinière. Permettez. Donc, ne jouez pas ça. Vous n'avez pas les décharges dans le littoral. Charles Elisant, permettez. Permettons d'abord. Pour la répartition, non, j'ai pas. Pour la répartition des dons en nature. Adamawa, 250 sacs de riz. Centre, 800 sacs de riz. Est, 325 sacs de riz. SM Nord, 700 sacs de riz. Littoral, 400 sacs de riz. Nord, 325. Nord-Ouest, 300. Ouest 350, Sud 250, Sud-Ouest 300. Vous aviez quoi? Quelle région là? Ouest. Vous avez quelle région? Je veux le littoral, mais vous me... Bon, dis-nous le littoral. On a le littoral, c'est 400 sacs de riz. Oui, l'hôpital La Quintinière a reculé. L'hôpital a donné les détails. Non, donnez les détails. Vous êtes déjà à l'ouest. Même dans la répartition. Alors que vous êtes élu du littoral, vous êtes élu. Laissez-moi parler, monsieur Wafou. Permettez donc, Charles. Mais c'est moi qui avais encore la parole. Ok, allez, finissez d'abord la parole. Bon, d'accord. Oui, monsieur le maire. Vous avez une question après. Non, je sais bien que c'est très laborieux pour nous. Merci beaucoup. Parce que je suis quand même surpris qu'un élu de Douala puisse avoir dans les chiffres de l'ouest, mais n'a pas les chiffres du littoral. Autre chose. Une chose est de sortir, une chose est de sortir ces chiffres, mais une autre est d'être transparent. Est-ce que le ministre peut nous sortir, n'est-ce pas, les bons de commande qu'on a adressés à chaque entreprise qui a gagné, comment on appelle ça, donc l'expertise de ces entreprises en la matière, ainsi que leurs références antérieures, parce qu'il est clair qu'on a créé des entreprises uniquement pour le Covid. Est-ce qu'il peut nous présenter dans les bons de commande? Est-ce qu'il peut nous présenter les bordereaux de livraison? Est-ce qu'il peut nous présenter dans les PV du destinataire, dans les PV de réception? Oui. Il ne peut pas le faire. Autre chose, dans le communiqué du ministre, ça c'est pour vous dire, le ministre d'abord dit qu'il y a APECAM, dans association dans des établissements, dans des banques et des établissements de crédit du Cameroun. Le ministre fait état de ce que cette association a donné 200 000. Alors qu'il me souvient que les chaînes de télévision sont allées couvrir et il était question et on avait fait état de ce que cette association avait donné 200 millions. Mais le ministre parle de 200 000. Autre chose, parce qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Le ministre dit ceci dans son communiqué. Conception, ça, je prends un exemple simple parce que je suis sur Equinox. Conception et production des supports de communication.
Organisation des campagnes de sensibilisation sur l'ensemble du territoire. Pendant 3 mois, 358 millions. Toutes les chaînes de télévision, entre 2 programmes, voici 2 présentateurs, toutes ces chaînes, n'est-ce pas, font la publicité, font la campagne, n'est-ce pas, pour la lutte contre le coronavirus. Est-ce que Equinox a eu 5 francs? De mes investigations, non. À qui donc avez-vous remis ces 358 millions? C'est une question. Qui? Je vais vous répondre. Je pose une question simple. Je vais vous répondre, n'en faites pas. Qui? Quel support de communication peut mieux atteindre la cible que les télévisions et les radios? Vous avez consommé cet argent entre vous. Je vais plus loin. Oui, rapidement. Ça fait 10 minutes. Écoutez, le ministre dit il a dépensé 8 milliards pour les travaux. Mais écoutez, 8 milliards pour les travaux. Et seulement 300 millions de francs CFA pour les médicaments. 8 milliards pour les travaux et 300 millions seulement pour les médicaments. J'aimerais savoir si c'est les travaux qui soignent ou c'est les médicaments qui soignent. C'est une autre question. C'est les travaux parce qu'il y aura des rétrocommissions et des surfacturations. Et je vais même plus loin. Le ministre dit 6 milliards pour les équipements de protection individuelle. Il est clair, quand vous dites que, quand vous parlez de la mercuriale, il y a eu un bon de commande que l'honorable Nincha a présenté ici. Le bon de commande administratif numéro 0126, signé par le secrétaire d'État à la santé. Un équipement de protection, vous avez facturé ça à 80 000 francs CFA, alors que ça coûte dans les 25 000 francs en gros. Et puis, il y a un dernier scandale. Il y a un dernier scandale. Parce qu'avant, il y a les bonbons. Quand on parle des médicaments, 300 millions, vous faites des travaux alors que des gens meurent dans les hôpitaux. Il y a ça, de la caisse, les hôpitaux de district, les hôpitaux régionaux, parce qu'il n'y a pas de bonbonne à oxygène. Savez-vous combien coûte une bonbonne à oxygène avec installation, c'est-à-dire avec dispositif et puis installation? 500 000 francs CFA. Mais vous préférez aller faire des travaux. Et le dernier scoop en date, ça, c'est la finale. Oui, rapidement. C'est la finale. Il y a un journaliste bien connu, Sismondi Balé Bichoka, journaliste d'investigation, qui a fait état de ce que, parce que là on parle du fonds de oui, on va revenir. On va revenir sur la répartition des 137 milliards que le FMI a accordé le 4 mai dernier dans le cadre de la facilité de crédit rapide pour immédiatement agir sur le Covid. Vous avez détourné cet argent. On reviendra là. Non, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que le maire Wafo a souligné, avec beaucoup d'emphase. D'ailleurs, je peux comprendre. Et d'ailleurs, je soutiens le combat qui a été mené jusqu'ici par l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui s'inscrit effectivement dans la démarche d'un parlementaire, parce que le rôle des parlementaires, ils sont 180 à l'Assemblée nationale, 100 au Sénat, ils sont quand même du lot au-delà de tout ce qui est dit jusqu'ici. On parle de cabale, on parle de tout ce qu'on peut dire autour de ce travail qui a été suffisamment abattu par ce député du SDF pour le compte de Voriès à l'Assemblée nationale. Mais soulignons-le, c'est un travail qui mérite d'abord d'être encouragé, d'être félicité, d'être soutenu même. Oui. Parce qu'il a ceci de particulier qu'il soit vrai dans les détails ou faux, il a quand même ceci de particulier qu'il met le pied à l'étrier, qu'il pousse les uns et les autres à communiquer davantage autour de ce qui est fait autour de la Covid-19. Il pousse les uns et les autres à s'expliquer davantage sur ces petits détails. C'est vrai que le Camerounais lambda ne va pas s'arrêter sur le coût d'une bonbonne, ne va pas s'arrêter sur le coût de la construction directe des équipements qui devraient encadrer justement la mise en quarantaine de ces personnes, ne va pas s'arrêter sur le détail des montants au niveau de la distribution. Quand on dit par exemple que les gouverneurs n'ont pas reçu, alors que le ministre vous dit que depuis le 26 avril, cela a été fait et voici les décharges, ce n'est plus de la responsabilité du ministre de la Santé publique, mais de la responsabilité de ceux qui étaient chargés de continuer la répartition de ces dons sur le terrain. Donc, de la responsabilité des différents gouverneurs, ensuite des préfets. Mais ils ne parlent pas. Tout le monde, il n'en parle pas justement. On se rabat. C'est cette omerta justement que l'on devrait dénoncer et non de s'abattre exclusivement sur le ministre. Non, là-bas c'est un cas. C'est la raison pour laquelle. Non, je ne vous coupe pas la parole, Thierry. Très subtil, monsieur le maire. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Santé publique. Il s'est un peu lavé les mains par rapport au riz. Il a dit c'est les gouverneurs. Maintenant, on attend donc les gouverneurs. D'où la nécessité de la création d'une commission d'enquête parlementaire. Oui,
Il faut qu'ils rendent compte. Nous sommes d'accord, okay. Tous doivent rendre compte. Tous doivent rendre compte, et c'est pour cette raison que nous saluons le travail qui a été abattu par l'honorable Jean-Michel Nitieux. Parce que effectivement, au niveau de la lecture des chiffres qui ont été présentés par l'honorable Jean-Michel Nitieux dans cette correspondance qui a longuement ou qui a longtemps fait les choux gras, la presse locale et même les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a quand même quelques divergences qui poussent à se poser des questions. Quand on vous dit par exemple que le traitement d'un malade atteint de la Covid-19 coûte 300 000 francs par jour et que le traitement en 14 jours de quarantaine nous revient sensiblement à 4 200 000 francs CFA et que des gens en charge de la gestion de ce dossier ont pris des camionnets lambda dans des quartiers pour leur proposer 2 jours de traitement. Des fake malades. C'est ce qui, appelez-le comme vous voulez, donc des malades fictifs. Voilà, donc et ces gens prenaient 600 000 francs par jour multipliés par 2 jours et les 12 jours étaient pris par les gens en charge de la gestion de par les mafias de ce dossier. Alors quand on calcule les chiffres, on se rend compte que seulement pour la gestion de malades, on est pratiquement à 4 millions 2, soit 3 millions 6 de commissions par rapport à ces fake malades, comme le maire les appelle. Et quand on additionne, quand on fait la somme des malades exclusivement sur le site, pour le centre de Yassa, seulement de Yassa, on se retrouve à plus de 588 millions, ce qui est énorme. Quand on multiplie justement le centre de Yassa avec tous les autres centres de Douala, on multiplie avec tous les autres centres, il y en avait une douzaine qui ont suffisamment été construites, encadrées par le ministère des Transports, on se rend compte que ces chiffres dérangent. Ils vont extrêmement au-delà de ce que le député du SDF souligne avec beaucoup d'emphase. Et quand on continue à questionner les éléments qui ont été présentés par l'honorable Jean-Michel Nitieux, on se rend par exemple compte, quand il dit qu'il y a des malades, notamment du côté de la partie septentrionale, qui prenaient de l'argent contre 600 000 francs CFA par jour, donc 1 million pour les 2 jours, sans pour autant citer, sans pour autant apporter les preuves concrètes, parce que nous sommes des journalistes, le plus important ce sont des faits. Il ne suffit pas de dire que du côté du Nord, des gens ont pris de l'argent. Non, ce sont des informations qui ont été longuement distillées par les réseaux sociaux sans véritable substrat sur le plan concret. Donc moi je crois que le député Jean-Michel Nitieux a fait un travail formidable. Il y a quelques vérités à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle tout le monde, il devrait avoir une commission interministérielle justement. C'est la raison pour laquelle on soutient cela. Non, il y a d'abord une mission enquête interministérielle qui devrait être mise en branle, parce que je vous rappelle que la gestion des bons de commande, des marchés, de tout ce qui tourne autour de la Covid-19 a été gérée par une commission interministérielle qui n'était pas directement gérée par le ministre de la Santé, Manaouda Malachi. Donc, il est le coordonnateur. Il y a eu des gens qui ont été nommés. Effectivement, toutes ces personnes-là doivent rendre compte de la gestion directe de cet agent-là. Voilà. Le ministre s'est permis de coordonner et a donné les détails de la gestion de ce que lui, il était chargé. Il n'a pas donné les détails parce qu'il n'a pas donné la liste des entreprises à qui on a passé les marchés. Là encore, il n'a pas donné les montants. C'est pour ça qu'on voilà. Et c'est la raison pour Monsieur le maire, merci. Il nous attend de l'autre côté, Wilfried. On va écouter Wilfried et Kanga. Il attend depuis un bon. Bonsoir Wilfried, vous êtes à Paris. Le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, qui joue la carte de la transparence. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous mettez le... Voilà, allez-y. Bonsoir Serge Alain, à tous les téléspectateurs d'Equinox TV, bonsoir à ceux qui sont sur le plateau. Je suis content de l'invitation, ça faisait un moment, c'est toujours un plaisir. Et je constate avec beaucoup de délectation que le RDPC, il y a toujours autant de difficultés à justifier des choses a priori simples, mais qu'il complique lui-même. Donc on est toujours dans le Cameroun, berceau de nos maquettes, Cameroun, berceau de nos mensonges. Et vous posez bien la question, le ministre de la Santé joue la carte de la transparence. Bon, il faut peut-être mettre en perspective et situer le contexte. On a dit a priori que les réseaux sociaux ou les agitations de la population ne servent à rien, mais on voit bien que ce sont les réseaux sociaux et les supposées agitations de cette population-là qui poussent maintenant le ministre de la Santé à faire des supposées
acte de transparence pour montrer qu'en fait, il agit dans les règles de l'art parce que les populations, parce qu'à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, les gens ont commencé à poser les questions. Mais qu'est-ce qui se passe réellement avec la gestion du Covid-19? Qu'est-ce qui se passe réellement avec les fonds qui sont alloués? Qu'est-ce qui se passe réellement avec les dons qui ont été octroyés? Maintenant, on l'a écouté dans l'énumération des choses, notamment de la part des soutiens à ce gouvernement-là. Des gens fonctionnent comme si le fait de lire et d'énoncer quelque chose signifie que ça s'est passé exactement comme cela. Si on commence avec le riz de Orca, justement, on parle de 4000 sacs de riz à 25 kilos chacun. On peut dire, bon, on va donner 25 kilos de riz par famille. Donc, on aimerait bien avoir au Cameroun la confirmation sur l'honneur du RDPC, ou du moins de ce gouvernement, que 4000 familles actuellement peuvent témoigner avoir reçu ces fonds-là. On se souvient du Ramdam, du gros tam-tam qui a été fait sur des petites, enfin on parlait des sommaçons tout à l'heure, sur des petites dotations aux frais du contribuable par ailleurs, et subitement ces motus et bouche cousue, c'est le silence absolu quand il faut prouver que le riz aussi a été acheminé à bon port. Et je désapprouve cette façon de fonctionner qui consiste à dire quand tout va bien que voilà, c'est soit le mérite du président, soit c'est le mérite du ministre. Et quand les choses ne se passent pas comme elles se devraient, on dit le ministre ne pouvait pas être là à vérifier comment chacun des gouverneurs distribuait du riz à la population. C'est parce que la machinerie de détournement, la machinerie de corruption commence justement au sommet de la pyramide. Ce qu'on voit là à la base ne sont que des métastases d'une escroquerie qui est à plus grande échelle au sommet. On en vient donc maintenant aux facturations que M. Charles-Élise, par exemple, a énumérées tout à l'heure. Ça avait l'air très beau dans l'énumération que fait le ministre. Mais quand vous allez voir les Camerounais eux-mêmes, ils vont vous dire à quel prix ils ont payé les masques. Ils vont vous dire à quel prix ils ont payé les lunettes. Ils vont vous dire à quel prix ils ont été soignés. C'est aux antipodes absolus de ce que lit le ministre. C'est tout autant faux de ce qu'on a entendu tout à l'heure, que le Cameroun est le meilleur élève dans la gestion du Covid-19. Il faut être excusez-moi du terme, mais il faut être un peu instable mentalement pour pouvoir cautionner quelque chose comme ça, quand on est dans un contexte où l'Union européenne a dressé une liste noire dans laquelle figurait justement le Cameroun, et où les exemples étaient plutôt un pays comme le Rwanda, qui est dans le top 10 des pays les mieux gérés à l'échelle mondiale, et qui même dans le cadre du Covid-19 s'est comporté plus ou moins en bon élève, au point où il ne présente pas un grand risque auprès de ces pays occidentaux qui autrefois eux-mêmes étaient le risque. Mais autrefois, ces pays étaient le risque, et aujourd'hui, ils en viennent à désigner le Cameroun comme un pays à risque. Ça veut dire que le Cameroun a fait pire. Je ne donnerai donc pas 10 sur 10 à Manao Damalachi, comme j'ai entendu tout à l'heure, parce que déjà dans la gestion de la crise, en amont, il fallait empêcher la première contamination en fermant les frontières quand on était encore à 0 cas. Et de 2, il faut être vigilant dans la communication. Quand on dit qu'il y a 16 000 cas de coronavirus, par exemple, et peut-être 14 000 guéris sur les 16, on fait croire aux Camerounais qu'il y a 16 000 cas sur 50 millions. C'est faux. Il y a 16 000 cas alors qu'il y a à peu près 150 000 tests. Ça vous donne à peu près 10 000 corona positifs sur 100 000 habitants. Maintenant, vous répertoriez ça sur 25 millions de personnes et ça vous donne totalement autre chose puisqu'on était dans une sorte d'échelle de proportion. Donc, si une ville comme Bafoussam a 1 million d'habitants, vous aurez donc à Bafoussam à peu près 100 000 personnes qui auraient le test qui aurait le résultat positif sur le test du Covid-19 si on doit s'arrimer aux résultats qu'on a, aux chiffres qu'on a à partir de 150 000. Donc, le mea culpa, dans un régime comme ça qui a montré que nous avions la possibilité d'être parmi justement les exemples à citer, mais nous avons reçu l'exploit incroyable, alors que c'était plus difficile que de faire l'inverse. On a reçu l'exploit incroyable de nous retrouver au début dans le top 4 des pays les plus contaminés en Afrique et dans le top 2 des pays en Afrique subsaharienne. On en revient toujours au « je ne comprends pas comment quelqu'un fait pour dire que le Cameroun a été cité en meilleur élève », c'est de la prestidigitation. On avait donc la possibilité d'être cité en exemple, on ne l'a pas fait. Et le pire, on ne fait même pas de mea culpa. La première étape vers la bonne gestion d'une crise, c'est de faire le mea culpa sur les erreurs passées. Parce que si on se dit on a bien fait jusqu'ici, alors on considère qu'on va maintenir le cap. Et peut-être les erreurs que nous sommes en train de commettre nous restent couvertes. Or, les gens, devant qui nous commettons ces erreurs, eux, ils les voient. En RDC, parce qu'on critique souvent ces pays en disant que oui, l'Afrique, la mauvaise gestion, la dictature partout, mais en RDC, on a vu le ministre de la Santé, M. Eteni Lungondo,
qui a été justement pris à partie par son vice-ministre de la Santé, qui a adressé une lettre au président Félix Tshisekedi et même au Premier ministre en disant qu'il y a eu énormément de malversations sur justement la crise du Covid-19 d'ailleurs. Sur une affaire similaire de détournement, l'ex-ministre de la Santé, toujours en RDC, avait été condamné à 5 ans de travaux forcés. Ça permet de mettre la pression au gouvernement et de les pousser à bien faire. Mais aujourd'hui, on a des administrants qui, malgré les résultats pour le moins pitoyables, vous énumèrent 4,8 milliards pour la construction de 12 centres d'isolement, comme si le fait de les avoir cités signifie que les centres d'isolement ont été réalisés. On a encore la problématique des infrastructures de la Cannes, on a la problématique du pont du Voré, qui a coûté 141 milliards, c'est-à-dire bien plus que le 5e pont de Cocody à Abidjan, qui est pourtant 1,5 km de longueur, c'est-à-dire qui est plus long, qui a en plus un viaduc de 260 mètres, qui a en plus des échangeurs. Et on est donc toujours au Cameroun avec des gens, malgré tout ce qui s'est passé, qui vous disent que non, ça s'est bien déroulé, non, maintenant c'est la transparence. En fait, on aimerait bien, dans le cadre d'un pays comme le Cameroun, quand une crise comme ça s'amorce, qu'on ait un inventaire, non seulement avant, c'est-à-dire on ait une présentation globale avant l'utilisation des fonds, qu'on ait la date précise à laquelle les fonds arrivent, qu'on ait l'acheminement point par point de ces fonds. Mais comme ils le font pour justement inaugurer en grande pompe des remises de sceaux, et qu'on ait point par point l'utilisation en détail de ces fonds, parce que ça va nous amener à une autre question qui a été évoquée tout à l'heure, l'utilisation des fonds du FMI. On nous a parlé de 135 milliards de francs CFA. Oui. Je ne sais pas, moi non, mais peut-être il y a quelqu'un sur ce plateau. Il y a une question qui va en être faite. Moi, de mon point de vue, quand je vois comment les pays occidentaux dans lesquels nous vivons se démènent pour résoudre le problème, je vois comment ils sont. Merci Wilfried. On revient dans un instant. On est tous d'accord, le ministre a donné des chiffres, mais les Camerounais ont soif de rentrer dans les détails. Serge Onanina, d'abord. Alors, je répondrai rapidement à M. Zan qui me parlait de l'OMS. Vous savez, c'est cette même Organisation mondiale de la santé qui a dit que nous allions tous mourir de Covid. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'appelle l'OMS qu'on est forcément crédible aujourd'hui. On n'est pas mort, pourquoi? Oui, on n'est pas mort parce que moi, je suis un Covidé qui a pris les recettes de grammaire et que la molécule occidentale, que j'ai consommée a passé le temps à m'affaiblir pendant les 3 semaines. Pourtant, c'est un produit homologué OMS qui est moins performant que ce que moi, ma maman et autres m'ont donné pendant les 3 semaines. C'est important à rappeler. Et quand vous dites que les cas ont guéri, il faut bien préciser que, et c'est ce qui fait la particularité africaine, je ne remets pas en cause la santé moderne, la compétence des médecins, mais je dis également que nous avons une immunité qui fait en sorte qu'avec le palu que nous avons... On sort un peu du sujet. Voilà. Nous sommes avec les chiffres du ministre. Je voulais également revenir... Les Camerounais veulent qu'on rentre dans les détails. Je voulais revenir au coût du malade par rapport aux détails. Oui. Parce que quand vous regardez ce communiqué du ministre, il donne des détails. Monsieur Zan, si vous relisez le communiqué, il n'est pas précis sur... Il indique juste le coût du malade. Il ne donne pas le nombre de malades qui ont été prises en charge. Relisez le communiqué. Le communiqué avec moi. Oui, regardez, vérifiez, vous allez voir qu'on a indiqué clairement qu'il y a ces 300 000 francs le malade, mais on n'a pas indiqué le nombre de cas pris en charge pour pouvoir. Et quand vous regardez, même vous faites même l'analyse, vous vous rendez compte que ce soit en termes de prise en charge du malade à 300 000 francs, plus ce qu'on a confié aux délégués départementaux régionaux qui relèvent de 600 millions et 267 millions environ aux gouverneurs pour pouvoir prendre en charge tout cela. Vous avez 5 milliards, 100 millions plus 900 millions, nous sommes à 6 milliards de francs. Monsieur Wafo l'a dit tout à l'heure, où est la priorité? Qui est la priorité? La priorité est-elle dans l'infrastructure ou dans l'individu? Il faut se poser la question, sur 21 milliards de francs, vous avez 6 milliards de francs sur l'individu et 19 milliards de francs sur les choses, c'est-à-dire les objets, qui n'ont pas forcément bénéficié aux individus, dont on n'est même pas certain qu'ils existent. Il y a un problème, un très sérieux problème. Prenons et sortons par là pour les sacs. Qu'est-ce qui explique qu'on distribue 800 sacs de riz dans la région du centre et on en distribue 400 dans le littoral, alors qu'il était considéré... Non, 700. Voilà. Prenons le littoral 400. Alors que ce sont des zones, pour le cas du littoral, qui est considéré comme un foyer important. Je vais vous dire, 4000 sacs de riz, monsieur Zan, c'est 477 par région.
171 par département et je crois 71 ou 11 par arrondissement. Quand on prenait, donc on devrait associer tout cela, cette répartition, au foyer de tension. Quand vous envoyez ça, les 800, les 900, parce que dans votre gouvernement, il y a beaucoup de ressortissants du Nord, et que vous voulez, sur le plan de la géopolitique, y envoyer et faire plaisir aux gens, alors que ce n'est pas un grand foyer de contamination pour l'instant, c'est un problème. Monsieur Onanina, c'est la raison pour laquelle il ne veut pas faire de cartographie des malades. C'est un problème. Voilà. Qu'est-ce qui peut justifier que vous ne fassiez pas de cartographie des malades? Pourquoi vous allez dans le chiffre global? On va revenir, c'est promis, on va parler du FMI. Rapidement. Non, permettez, non, c'est l'heure du journal, c'est promis, après le journal. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons des entreprises qui se plaignent, elles aussi, des montants rendus publics par le ministre de la Santé publique sur leur propre donation à ce fonds de solidarité nationale concernant la lutte contre la pandémie du Covid-19. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir le lourd bilan de l'attaque terroriste survenue dans la région de l'extrême nord dans la nuit de samedi à dimanche. Selon le ministère de la Défense, près de 19 morts sont enregistrés, essentiellement des civils. Et les 2 kamikazes, de nombreux blessés, parmi lesquels des blessés graves. Quelles sont les circonstances d'une telle attaque terroriste, doublée d'attentats suicides? Les circonstances, selon le ministère de la Défense, c'est à suivre dans quelques instants. C'est Jalan. Nous parlerons également ce soir, dans le journal de 20h, de l'état des routes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, un état d'enclavement criard qui est également observé dans le Mbam, là où la construction d'un pont piétine depuis près de 8 mois, empêchant ainsi les populations d'écouler leurs produits agricoles. Vous suivrez leur réaction et l'attitude du gouvernement face à ces entreprises de prestataires qui peinent à exécuter les travaux qui leur sont confiés. On en parle dans quelques instants. C'est Jalan. C'est-à-dire que vous parlez des entreprises qui se plaignent là, c'est quoi? Le ministère de la Santé dit que c'est une erreur de frappe? Le ministre de la Santé publique a indiqué le 29 juillet 2020 que l'APECAM, association qui regroupe les banques et les institutions financières, que cette association a contribué à hauteur de 200 000 francs CFA, selon ce communiqué, un chiffre faux. Et nous vous dirons pourquoi dans quelques instants. C'est pas une erreur de frappe, Cédric? Cela reste à savoir entre le ministère de la Santé publique et ceux qui ont effectué ce communiqué qui a été signé par le ministre de la Santé publique. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, donc, ce sera le 20h le plus attendu de la planète, le 20h de Cédric Noufelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal, toujours en compagnie de nos 5 invités, Paris et Douala. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, la partie qui est consacrée au débrief du journal. Madame, monsieur, nous sommes toujours en compagnie de Wilfried Ekanga depuis Paris, Charles Élisant du mouvement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Wilfried Ekanga du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et sur ce plateau, Serge Gauthier Onanina du PURS. Il est également là, Thierry Niopé, journaliste, et monsieur le maire Jean-Robert Wafo. Monsieur le maire, est-ce que ça peut être une erreur de frappe? 200 000. Mais écoutez, sûrement, d'abord, c'est vous dire le sérieux des investigations que le SGF mène. D'entrée, c'est-à-dire qu'en première partie de cette émission, j'ai dit qu'il y avait un problème au niveau des établissements, n'est-ce pas, de crédit. Je vous ai dit qu'il y avait un problème, j'appelle ça de falsification, parce que ça ne peut pas mettre autant long. Vous ne pouvez pas donner 200 millions. Et on fait un communiqué, on met 200 000. Vous n'allez pas me dire que la PECAM n'a pas saisi en coulisses le ministère de la Santé pour dire mais attention, ce n'est pas 200 millions que l'on a donné, ce n'est pas 200 000, c'est plutôt 200 millions. Donc ça pose problème. C'est vous dire le sérieux, n'est-ce pas, des enquêtes que le SGF mène, puisque je l'ai dit avant, même le journal. Bon voilà, donc c'est pour dire tous les chiffres que l'honorable Nietzsche sort, que le SGF sort, c'est des chiffres clairs, c'est des chiffres vérifiables. Donc il ne faudrait pas que les Camerounais pensent que nous avons cueilli ça, je sais sur quel arbre pour servir aux populations. Et je dis toujours ceci, parce qu'on va nous brandir les chiffres.
on va nous écrire des choses. Je dis tout simplement ceci. 1. Procédure d'urgence. Pourquoi? Quand il y a urgence, on sait très bien qu'il y a des retours-commissions et des surfacturations. De 2, les entreprises à qui on a passé les marchés, qu'on nous détaille les bons de commande, les bordereaux de livraison, les PV de réception, les fiches d'utilisation. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que les fiches d'utilisation et les destinataires. Je prends le cas des riz. Le ministre se lave les mains, il dit... Non, on va d'abord rester sur le cas APECAM. Hein, oui, mais n'allongeons pas. Donc, c'est pour vous dire... Restons sur APECAM d'abord. Donc, c'est le début du journal. APECAM a tout à fait raison. Oui. Ils ont cotisé cet argent pour, n'est-ce pas, aider l'État dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Si déjà, on ne parvient pas à mentionner, n'est-ce pas, correctement le montant qu'ils ont pu envoyer, mais imaginez pour d'autres cas. Donc, c'est pas le seul cas. Ça peut, je dis, imaginez pour d'autres cas. De toutes les façons, les enquêtes vont continuer. Ok. Je vous ai dit, Jean-Michel Ninja, à l'entente de cette émission, mais bien sûr, il est sur le dossier. Mais bien sûr, il vous a dit... Dans les jours à venir, il va sortir autre chose. Il a dit à l'émission La Vérité en face que tant que la vérité ne sera pas établie sur cette affaire, tant que les détournements, on ne va pas, n'est-ce pas, débusquer ceux qui ont perpétré des détournements à grande échelle, il continuera de mener ses enquêtes. Okay. Et je peux rassurer nos téléspectateurs que Jean-Michel Ninja est toujours dans les enquêtes et les révélations explosives arrivent. Ok, m'a-t-il confié. Et Charles Lisant, sur cette question, je reste sur le... Oui, c'est une erreur de frappe, c'est quoi? Je vais répondre sur l'APECAM avant de répondre sur autre chose. Oui, pour l'APECAM, je tiens à rappeler que exactement, c'était le 23 juin 2020 que le patron de l'APECAM, qui est une association des établissements de microcrédit, remettait un chèque de 200 millions de francs. 200 millions au Minsanté, il s'appelle Alphonse Nanfac. Il remettait 200 millions. En dehors de ces 200 millions, il y a eu en outre un bonus de 65 millions de francs CFA qui est venu sous forme de dons, dont le principal bénéficiaire a été l'hôpital général de Yaoundé avec 1000 kits, 6000 combinaisons et tout. Donc c'est un geste à saluer. Maintenant, de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi c'est nous qui venons en faire un problème. Dans le rapport que j'ai lu, qui a sanctionné cette rencontre entre l'APECAM et le ministère de la Santé, signé du porte-parole de cette association, les rapports sont très cordiaux entre eux et le ministère de la Santé. Maintenant, erreur de frappe ou pas erreur de frappe, au moment où je vous parle, cette association n'a jamais réagi. Et c'est que, oui, cette association n'a pas réagi dans le sens où vous voulez l'amener. Elle a envoyé un texte, une note au ministère de la Santé pour correctif. On attend la correction. Vous dites que l'association n'a pas réagi. Voilà. Mais on vient de nous dire à la télé, là, aux 20h, que l'association a réagi. Et vous nous dites que l'association n'a pas réagi. Vous êtes un peu très agité. Non, mais c'est vous qui vous agitez, mais c'est vous qui êtes perdu. C'est vous qui m'avez vous transféré. Non, c'est vous qui êtes perdu. Laissez-moi parler. Le journal du 20h. C'est lui qu'il faut arrêter. Le journal du 20h. C'est lui. Monsieur le maire, c'est lui qu'il faut arrêter. Monsieur le maire, c'est lui. Vous allez toujours réagir comme ça quand je vais parler. Non. Je vous fais comprendre que c'est vous qui amenez cela dans les problèmes. L'association n'a pas réagi dans votre sens. L'association a fait une note au Minsanté pour lui dire que ce que vous écrivez là, ce n'est pas ce que nous on a cotisé. L'association attend juste le retour de la connexion. Mais sauf que quand on regarde le total des sommes données, en comptant les 200 millions, c'est le don 200 millions. C'est ça, si vous comprenez. C'est-à-dire quand on fait le total, on fait le total, ça intègre les 200 ça intègre, millions. Ça peut être une erreur de frappe. Oui, mais je vous ai dit que j'ai tous les documents. Parce non, il faut remettre ça ici. Maintenant, pour terminer, j'ai le document aussi. Regardez le total. C'est que si on avait une calculette, là, on devait faire les totaux. Vous faites des soirs tous les soirs. Vous faites des soirs tous les soirs. Je reviens demain avec... Vous m'invitez. Et pour terminer, je voudrais dire au maire Wafo que pendant qu'il demande les PV d'utilisation, pendant qu'ils demandent tous les décharges et tout, on va aussi demander les mêmes décharges à tous les députés qui ont reçu des micro-projets. C'est clair. Donc la gestion des fonds publics doit être un exemple sur tout le monde. Tous les 180 députés. Merci beaucoup. Ok, merci. Donc 153 du je vous en prie. On va d'abord écouter Wilfried Ikanga sur la question. Bonsoir une fois de plus, Wilfried. L'APECAM qui dit avoir versé 200 millions, mais dans le recap, on voit 200 000. Votre réaction? Bon, il faut leur poser la question. En fait, c'est ça la problématique du Cameroun. On le dit ici depuis le début. La transparence. Serge alors reprend un état fond de son développement sur la fonction publique. Donc, quel est
allez trouver la envoyée. Parce que dans la fonction publique de Dieu, c'est le gouvernement, il faut les secteurs. Ouais, des réels soucis avec Wilfried, on va revenir à lui, sûrement avant la fin de l'émission. Serge Gauthier Onanina, dans cette affaire d'APK, le point de vue du PURS. Alors, pour y répondre, je vais convoquer l'ouvrage de chevet des camarades du parti de Charles Elisan, libéralisme communautaire. Ce n'est plus du libéralisme communautaire qu'il est question quand on voit ce genre de distraction ou ce genre d'erreur. Espérons que ce soit une erreur, c'est une libéralité communautaire, c'est-à-dire que c'est un groupe d'individus qui se permet de distraire l'argent comme ils veulent en groupe. C'est pour ça qu'on parle de communautaire. Le même président, dans sa politique et sa philosophie, a toujours parlé de rigueur et de moralisation. Avec ce Covid-gate aujourd'hui, nous sommes en plein laxisme et permissivité. C'est-à-dire que quand vous regardez, on sera rigoureux, on va être strict, mais on est dans quel régime? Le régime du laxisme, le régime de la permissivité dans lequel on n'est même pas capable de nous dire exactement, de nous montrer 10 personnes qui ont reçu du riz et on nous dit que des banquiers on va terminer l'émission avec ce dossier sur le riz, voilà. Thierry Ngopé, permettez Jean-Robert Wafo, faites d'abord le tour. Hein. Allez-y. Thierry Ngopé, sur cette affaire APK. Non, je continue à croire, je ne prêcherai pas, en fait je ne parlerai pas de présomption de culpabilité comme les autres. Gauthier. Donc vous pensez que ça peut être une erreur de frappe? En fait, tente de le démontrer aux yeux des téléspectateurs. Je continue à croire que c'est une erreur de frappe parce que le montant des fonds disponibles jusqu'ici est dressé par le ministre de la Santé publique, quand même tourne autour de 2 milliards 47 millions de francs CFA. Et quand on calcule tout à l'heure encore, peut-être qu'après l'émission, on va encore s'essayer à recalculer tout ce montant. En ce moment-ci, vous avez cru monsieur Zansu-Parole. On va réessayer, mais je continue à croire effectivement que c'est une erreur de frappe. Pourquoi? Parce que c'était une manifestation organisée en Mondovision qui a été diffusée par les chaînes de télévision, même sur le plan international. Tel qu'en soit le cas, une erreur pareille peut être pardonnable, mais un déni de vérité à ce niveau n'est pas souhaitable. Donc on continue à attendre la réaction du ministre de la Santé publique qui peut avoir, et c'est peut-être là le problème, parce que moi je crois que pour un niveau aussi élevé de traçabilité et de rigueur, il aurait fallu effectivement que le docteur Manaouda Malachi vérifie ligne après ligne la véracité des chiffres avant d'apposer sa signature. Parce que le fait d'avoir déjà signé ce document, le fait de l'avoir rendu public, le condamne d'une manière implicite. Donc moi je crois que c'est à ce niveau. Voilà. Parce qu'il aurait pu être plus méticuleux à ce niveau. Parce que par exemple on retrouve dedans l'argent qui a été donné par des sénateurs, par le Sénat, par l'Assemblée nationale, par des donateurs privés. Et on cite nommément des gens, donc y compris APCAM. C'est une légèreté qu'il faut peut-être décrier, qu'il faut peut-être dénoncer. Mais quand on parle de traçabilité, et là, on convoque justement l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui aime justement parler de traçabilité. Je suis en train de dire tout à l'heure au maire Wafo que je vais lui envoyer une petite provocation. Malheureusement ou heureusement, M. Zan l'a relevé un peu plus tôt que moi. Parce que quand on parle justement de traçabilité, lui qui aime la traçabilité, on se sera attendu quand même qu'il nous dise ce qu'il a fait de l'argent des micro-projets depuis qu'il est député à l'Assemblée nationale. On a mené des enquêtes là-dessus. Rien n'a été réellement, véritablement fait sur le terrain. Peut-être ça fera l'objet d'un autre débat. D'un autre débat sur Jean-Michel Nitieux. Oui, justement, parce que effectivement, on a vu des gens descendre sur le terrain, distribuer des masques, faire des dons. En tant que député de la nation, qu'a-t-il fait pour les populations de Voroyès? C'est une belle question. Et même, non, c'est pas le thème, hein, c'est pas le thème. C'était juste une digression et une légère on va écouter. Je vous en prie. Non, je vous en prie. Non, on n'a pas fait le tour. On va écouter Wilfried. Wilfried Kanga sur, on va dire comme ça, l'affaire APCAM. Erreur de frappe. Bon, il faudra leur poser la question, erreur de frappe, alors vérité. Peut-être que finalement, sur les 200 millions, 200 000 qui sont arrivés, il y a encore. Et c'est précisément la problématique que nous avons de faire. Et j'ai envie d'étendre le sujet et dire plus loin. On parle souvent de la connexion entre
Alors, on pense qu'on n'est pas dans le sujet, mais en fait, tout ça est lié. On dit que dans un premier temps, la fonction publique ou les métiers, les secteurs de la fonction publique sont le seul qui s'appelle chez ces secteurs. Ces secteurs, voilà, toujours des petits soucis à avoir, Wilfried. Voilà, on va revenir. Bon, on va sortir l'émission. On sort avec APECAM. Non, on va sortir avec on sort avec APECAM. Non, une seconde. c'est moi qui dis avec quoi on sort. J'aurais déjà fini. Je vous en prie. Non, je vous en prie, monsieur le maire. Monsieur le maire. Pourquoi les gouverneurs sont silencieux depuis que le ministre dit qu'ils ont reçu les sacs de riz? C'est une belle question. Très bonne question. Voilà, vous voulez donc... Très bonne question. Voilà, vous gardez la parole. Répondez alors. Oui, mais je vais répondre à cette question. Oui. Parce que moi, ça me fait sourire, l'affaire APECAM. Prenez les listes. C'est par ordre de donation. On parle de 5 000, machin, 200 000, on monte à 250 000, 300 000, jusqu'à 100 millions. On progresse jusqu'à machin. Mon cher ami, ce n'est pas une erreur. Bon, vous ne voulez pas répondre sur les gouverneurs, hein? Autre chose maintenant, sur les gouverneurs. Non, le ministre... Pourquoi ils sont silencieux? Le ministre de la Santé, par rapport au riz, parce que le riz, le café, je ne sais pas... Il n'y a pas que le Nescafé, le bidon, du lait. Bon, le ministre de la Santé a essayé de se laver les mains. Oui. Pas du parce tout qu'on mettait la pression sur lui. Pas du tout uniquement sur le riz. Pas du tout proprement sur tout ce que... Donc tout ce que d'accord. Mais si c'est pour le riz, il a rejeté la responsabilité au gouverneur. Maintenant, il appartient au gouverneur. C'est clair. D'abord, de nous publier le PV de réception. Encore. Première chose. Parce qu'il a semblé dire que le gouverneur de l'Ouest l'a fait, que d'autres le fassent. Qu'il nous faisons également la fiche d'utilisation, ainsi que les destinataires. Bref, le compte d'emploi. Oui. Qui a utilisé? Dès qu'il réceptionne, il faut bien qu'il envoie aux gens et que ces gens la déchargent et que ça aille jusqu'à la destination finale. Parce que j'ai même appris. Et c'est vous-même qui l'avez même dit ici, et vous l'avez compris ici, qu'on a envoyé dans les orphelinats. Mais ces gens-là autour, prenez le document. Je dis bien le document qui parle des riz. Comment c'est intitulé? Là, en haut. Répartition des dons en nature dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Quand on envoie dans les orphelinats... Vous avez les preuves de ce que vous dites. C'est lui qui a parlé des orphelinats. Quand vous parlez des orphelinats, qu'est-ce que ça va faire dans les orphelinats? Est-ce qu'il y a la Covid-19 dans les orphelinats? Il n'y en a pas. Non, parce que s'il y a la Covid-19 dans les orphelinats, écoutez-moi très bien. Je dis c'est intitulé dans la lutte contre la Covid-19. Oui. Mais dans le cas de cette lutte, monsieur le maire, les gens étaient confinés. C'est pas possible. Il était dans les orphelinats. Dans les orphelinats. Oui, couches défavorables, défavorisés. Patients atteints Covid. Non, pas forcément ceux qui sont atteints. Pas forcément, monsieur le maire. Deuxième chose, par rapport à ces gouverneurs-là, on a envoyé du riz. On nous fait comprendre qu'on a envoyé du riz à l'hôpital La Quintini. Quand on envoie du riz, c'est pour qu'on utilise, n'est-ce pas? Est-ce que l'hôpital La Quintini a une cantine? Oui. Non. Oui. Je dis ça n'existe plus. Il y a un intendant. Non, pas je dis il y a un intendant. Je dis ça n'existe pas la cantine là-bas. C'est pas possible. Ça n'existe pas la cantine. Voilà, et puis il y avait une dame là qui le faisait en privé, mais ce n'était pas au fait. Mais ce n'était pas pour le compte de l'hôpital. Elle vendait des trucs. Merci. Et puis, c'est quand même surprenant. Parce que ce que vous oubliez, c'est de dire. Quand je regarde les fonds qu'on a envoyés là, on nous dit par exemple construction, unité. Le a 4 mois d'arriéré de salaire. Monsieur le maire, permettez aux autres de parler du mutisme des gouverneurs. Sur le mutisme des gouverneurs. Voilà. Oui, justement, moi je crois que, et on avait même commencé à le souligner ici, le ministre de la Santé publique a fait ce qu'il avait fait, il s'est dédouané. On a dit tout à l'heure que le mutisme était au niveau des gouverneurs. On ne comprend pas ce silence assourdissant. Il est question effectivement que les uns et les autres se prononcent là-dessus. Le gouverneur de la région de l'Ouest a essayé de le faire. Awa Fonkan Augustine a, à travers son chef de cabinet, essayé une distribution de ces différents dons. Là, il ne s'agit pas seulement du riz, parce que quand vous prenez les différentes décharges qui ont été rendues publiques, par exemple, quand vous parlez par exemple du site de Kwekong,
vous vous rendez compte effectivement que ce site-là a bénéficié de 100 sacs de riz de 25 kg, 20 petits cartons de lait, 5 grands cartons de lait, 4 cartons de Nescafé, un bidon de 5 litres d'eau de Javel, 2 cartons de savon Azur, 5 cartons de cube Maggi, 10 cartons de désinfectant Bactol, 2 lave-mains. En réalité, ça a été déchargé effectivement par le chargé des affaires générales de ce CMA-là, par exemple. Il y a le cachet. Là, c'est tout un autre. Il y a le cachet. Au moins, à partir de là, on retrouve. Parce que moi, j'ai vu ce document. Est-ce qu'il y a le cachet? À partir de là, comment peut-on décharger sans cachet? Non, il y a des décharges qui ont des cachets. Il n'y a ni le cachet rond, ni le cachet nominatif. Il y a des nominatif. décharges, si vous voulez, on peut les retrouver. Il y a des Il n'y a décharges. ni le cachet rond, ni le cachet Voilà nominatif. par exemple Ce que quelques vous venez de décharges. lire. Il y a quelques décharges qui ont été. Monsieur Thierry Niopet, C'est la ce que vous même venez de lire. contenance. C'est la même Voilà contenance. ça. Ne nous laissons pas distraire. Calmez-vous. Où est le cachet? C'est jamais autour. Il y a des décharges qui ont des cachets. Oui, on écoute Des Thierry, numéros de téléphone. Thierry. Donc, les gouverneurs, notamment celui de la région de l'Ouest, s'est essayé dans cet exercice. Il faudrait que les autres gouverneurs, on ne notamment pas. celui du littoral, la région dans laquelle nous sommes, heureusement, fassent également de même. On condamne ce silence assourdissant. Il est question que chacun nous dise exactement ce qui a été fait. Comment ces dons en nature ont été utilisés à la plus basse échelle. Parce que il s'agit justement des hôpitaux. Après les hôpitaux, on a donné à qui? Voilà. Vous parliez tout à l'heure de fiches de suivi. Il faudrait qu'on aille au-delà, justement pour permettre aux Camerounais de comprendre effectivement que leur effort n'est pas tombé en vain. Pour que d'autres appels à la solidarité ne souffrent pas justement de cette réticence due au fait que les premiers dons ont été mal gérés. On ne reviendra pas sur la gestion des fonds, des autres pandémies, encore moins de la Coupe du Monde dont vous vous rappelez nécessairement comment la gestion a été mal faite. Donc, il faudrait cette traçabilité-là pour rassurer d'éventuels donateurs. Voilà justement, Charles Élisant, sur ce mutisme. Restons sur l'expression. Les gouverneurs, ils ne parlent pas beaucoup. Le ministre a dit, bon, voilà, on a mis la pression sur le ministre. Il s'est dit, non, voici ce qui s'est passé. Il a donné, les gouverneurs ont déchargé. Est-ce que le gouverneur de la région de l'Ouest a parlé? La région de l'Ouest n'a pas parlé. En fait, je voudrais qu'on comprenne que ce n'est pas, c'est pas la volonté, ce n'est pas les désirata de M. Wafo qui vont emmener un gouverneur à venir s'exprimer. Quand moi, non, laissez-moi parler. Oh, c'est pas possible. Laissez-moi parler. Moi, je suis du peuple, le gouverneur du peuple. Donc, je voudrais à un moment donné qu'on arrête un peu. Je voudrais qu'on arrête un peu avec ce cinéma où quelqu'un va se réveiller chez lui et dire que Monsieur Charlot, tu as pris 5 millions à un ministre pour venir parler de lui dans son émission et c'est vous qui cherchez à vous expliquer. Parce qu'il a dit ça. C'est devenu comme ça dans ce pays. C'est très facile. Vous avez un collègue aujourd'hui qu'on a suspendu, je ne reviens pas dessus, parce que les gens donnent les sommes, les chiffres comme ils veulent. C'est devenu comme ça dans ce pays. En ce qui me concerne, ce que je sais concernant le littoral, en tant qu'élu dans cette région, le chef de la division des affaires économiques, sociales et culturelles de la région du littoral a réquisitionné ces denrées alimentaires et a travaillé dans une commission composée de 2 délégués régionaux. D'un côté, celui de la famille et de la femme, celle de la famille et de la femme, d'un côté, de l'autre côté, des affaires sociales. Maintenant, il y a des orphelinats qui ont reçu du riz. En parlant donc d'orphelinats, la maladie a poussé des gens à avoir des restrictions et financières et sociales et tout, qui pensent que certaines familles, même dans leur quotidien normal, n'arrivaient pas à se nourrir normalement. Ce qui fait qu'il fallait les appuyer. Donc le riz n'était pas pour les malades, c'était pour les malades. Oui. C'était pour les familles démunies. Le riz n'était pas pour les... N'était pas pour les malades? Je peux continuer. Mais il faut même entendre parole. C'est qui quoi là-bas? Je peux continuer, monsieur Wafo. Dites-moi un peu ce que c'est. Est-ce que je peux continuer? Monsieur Zan, vous dites que le riz, c'était pas... Le riz n'était pas pour les malades. Le riz, c'est pour les familles camerounaises démunies. C'est le même sillage où le ministère de la Santé, par exemple, a alloué des fonds pour appuyer... Lisez l'intitulé là. Non, que les Camerounais sachent. Bon, je peux pas une réponse, par exemple. L'intitulé... Laissez-moi parler. Allez-y, Charles. La ménopause politique vous dérange beaucoup, je comprends. Oui, mais Fils de décharge des dons en provenance du ministère de la Santé publique destinés à la prison centrale de Bafoussam. C'était pour les prisonniers? Non. Voilà. Dans le cadre de la lutte contre le Covid, maintenant, voilà ça. Qui a remis ici, pour le gouverneur et par délégation, M. Milo Yves Stanislas, administrateur civil. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de contrôler si le chef de cabinet à la région de l'Ouest, c'est lui. De l'autre côté, vous avez le gardien de la paix principal, Djokpa Don,
Alors, le numéro 679 57 67 30. Pour vous qui voulez investiguer, vous appelez dans ce numéro pour savoir s'il y a un gardien de la paix qui a réquisitionné là-bas. Gardien de prison. De prison, c'est tout. Monsieur, il s'agit d'un détournement, monsieur. Non, parce que c'est que, initialement, c'est écrit, le ministre dit, répartition des dons en Afrique dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Je vous en prie. Il est là, Sylvestre Hippolyte Sangaou, je vous en prie. Il est là, Sylvestre Hippolyte. Bonsoir Sylvestre, au menu ce soir, 100% foot. Bonsoir Serge Alain, rassurez-vous, nous ne parlerons pas de riz à 100% foot ce soir. Sinon, peut-être celui qui sera versé sur la tombe de Tato Stéphane, comme ça se fait dans certaines tribus au Cameroun. Tato Stéphane, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, lors de la phase finale de la Coupe du Monde 1990, on le sait, s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 57 ans. L'émission de 100% foot de ce soir lui est entièrement consacrée. Nous lui rendrons hommage notamment avec ses coéquipiers qui étaient de cette aventure de la Coupe du Monde 1990 en Italie. Vous écouterez des témoignages chocs, notamment celui de Mabon Skessa, qui estime que tous ces hommages et témoignages qui lui sont rendus aujourd'hui, la plupart d'entre eux versent dans l'hypocrisie, puisque eux, anciens lieux indomptables, sont très vite souvent passés aux oubliettes. Voilà le principal titre de 100% foot ce soir, autour duquel nous débattrons avec nos invités Serge Alain. Voilà, ce sera tout à l'heure, après Equinox Soir, Sylvestre Hippolyte Sangaou, dans 100% football. On en est là. Alors, moi, je voulais dire que les gouverneurs ne parleront pas tant qu'on ne leur mettra pas la pression, comme on a mis au ministre de la Santé. Il n'était pas prédestiné à parler. Mais le peuple lui a... Non. Le ministre fait les points de presse. Monsieur Zan, vous parliez... Non. Je ne sais pas pourquoi dans le RDPC on est le ministre fait les points de presse quotidiens. Vous plaignez pour le nombre Monsieur Zan, vous avez... Charles, je vous en prie. Monsieur Zan, vous avez l'obésité électorale. Vous voulez également avoir l'obésité de la parole. On l'a gagné. Parce que... On le mérite. Alors, je voulais vous dire pourquoi. Parce que la bouche qui mange ne parle pas. Ils ont reçu 267 millions. Vous avez vu ce dont ils ont fait avec rien du tout, donc ils ne vont pas parler. Moi, je suis souvent très dérangé quand j'écoute un exemple sur les cas résiduels. On nous dit le gouverneur de l'Ouest. Il y a 10 gouverneurs. Si 10 gouverneurs, un seul a pu redistribuer, il y a problème. Donc on ne peut pas prendre un cas résiduel pour une norme. On n'a pas les preuves des autres. Vous avez vite fait de nous présenter les preuves des autres. Je ne sais pas de ça qu'il est question. Le débat n'est pas sur le journalisme, mais il est sur les preuves de la distribution. Donc vous n'allez pas faire de la diversion en rhétorique, ça s'appelle de la diversion et vous faites le bruit. Je vous dis également que, qu'ils le veulent ou pas, les gouverneurs, ils vont parler parce que la pression qui leur sera mise fera en sorte que... Ben oui. Puisque l'argent et le riz et tout ce dont on parle n'est pas leur propriété. C'est ce que vous ne comprenez. Oui. Merci, madame, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci Thierry Niopé. C'était un plaisir. Merci monsieur le maire. Merci, j'interpelle le président de la République qui a toujours dit que les gens doivent rendre gauche. Pour lui dire, le président de la République, Paul Biya. Mais il est le président de la République. J'interpelle, n'est-ce pas, pour lui dire que les morts du Covid ne trouveront pas la paix dans le temps tant que les députés ne distribueront pas les micro-projets, par exemple. Sinon, leurs fantômes nous empêcheront de dormir. Merci Charles Elisan. Merci à vous une fois de plus, Serge Gauthier Nanina. Je vous en prie. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition qui était consacrée à Georges Borel. Bonsoir, Georges Borel. Yeah.